autour des chauves-souris forestières. Alors, en fait, on aime bien les arbres, je crois que les trois en même temps autour de la table, donc du coup, on va vous parler aussi un petit peu finalement de forêt et puis de chauves-souris. Alors, dans l'idée, dans l'ordre des choses, donc Michel va démarrer sur une étude lui ayant permis de faire une différence entre sol et canopée, si je ne me trompe pas, principalement. Ensuite, je prendrai relais pour vous parler de l'étude chauve-souris Bechstein en forêt de Troncé, et puis enfin Aurélien finira sur le Murin de Bechstein en forêt dans la plaine des Bords. Voilà, donc du coup, Michel, je crois, va démarrer. Ça va être du ressassé, voire du ressucé pour certains d'entre vous. Je vous présente mes excuses par avance. Puisque je vais vous parler d'un programme d'études qui a commencé dans la région de Limousin. Vous savez, la région qui a absorbé l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. Donc c'est bon, c'est trop fort. Vous entendez ? Et qui a commencé en 2014, et ça a fait l'objet de restitutions partielles lors de rencontres interrégionales déjà. Donc, il y en a qui peuvent aller prendre un café. L'image n'est pas très nette, même si l'écran est très grand. La région d'études, 3 départements, Haute-Vienne, Creuse, Corrèze. Les différents tons de vert illustrent la couverture forestière qui peut aller jusqu'à plus de 50% dans certaines zones vert foncé ici. La basse marche ici, c'est plutôt du bocage. Ici, du bocage plus ou moins boisé. En fait, le cœur de la zone forestière, c'est le centre-est de la région. Et c'est là que nous avons concentré toutes nos stations d'études au cours de différents programmes sur les chiroptères forestiers. Leur écologie abordée par la voie des contacts acoustiques avec des détecteurs manuels. Et toutes les stations d'écoute sont représentées, qui ont été cumulées depuis 2010, sont représentées sur cette carte. Vous voyez qu'il y a des petites flèches rouges à certains endroits. C'est ce qui va être, ça représente les stations d'écoute qui ont fait l'objet d'une double écoute au niveau du sol et en canopée. Historiquement, le programme a commencé réellement en 2011 sur les chiroptères forestiers des chênaies tréinousines, enfin des peuplements forestiers limousins au sens large. Et dans un premier temps, en 2011-2012, on s'est attaché à voir quel était le lien entre l'activité, enfin la diversité spécifique et les niveaux d'activité des chauves-souris dans les différents types de peuplements forestiers en fonction de la gestion sylvicole qui leur était appliquée. Dans un second temps, on s'est posé la question entre 2014 et 2016, 3 années de tests, qui ont avorté faute de robustesse dans l'échantillonnage. On s'est posé la question de savoir si on pouvait transposer avec un protocole relativement léger, qui impliquait 4 observateurs et une soixantaine de sites d'écoute, transposer des données d'activité acoustique de chauves-souris et en termes de tendance de population. Donc on a fait ça pendant 3 ans et en fin de compte les résultats étaient tellement aléatoires, chaotiques, on va dire, que la conclusion c'était que l'échantillonnage n'était pas assez robuste et donc on a abandonné ce programme. Ça a au moins montré que ce qu'on ne pouvait pas faire. Et puis ce qui va nous préoccuper un petit peu plus là, c'est les liens qu'il y a entre les différentes structurations de l'espace forestier en se concentrant sur la chênaie étrée qui est en fin de compte la forêt naturelle de cette région et l'activité et la diversité des chauves-souris. Donc l'aspect mature ou jeune, sachant que par jeune on entend des peuplements qui ont entre 30 et 50 ans et par mature plus de 80 ans, ça fait rigoler pas mal de forestiers ou naturalistes, mais en Limousin les peuplements de plus de 120 ans ne représentent que
1,5% de la surface forestière. C'est une forêt jeune en Limousin, parce qu'elle a été très perturbée historiquement. Et à partir de 2014, les données qui avaient déjà commencé à servir à alimenter ce programme de suivi temporel de l'activité pour voir si on pouvait le transposer en tendance de population, avaient fait l'objet de double écoute sol-canopée, parce qu'on avait mis une étude dans l'étude en reniflant que peut-être les tendances de population, on allait à l'échec. On l'a bien fait. Et par contre, les différences de niveau d'activité entre sol et canopée peuvent s'avérer extrêmement intéressantes. Et donc, on a poursuivi jusqu'en 2020. C'est donc un programme qui s'est étalé sur 7 années. Partant du constat que, à part quelques publications éparses en Suisse, en Pologne, en France, on avait peu de données sur ces différentiels d'activité. Et que souvent, ça avait été fait avec des enregistreurs automatiques et que les identifications qui avaient suivi, selon les logiciels qui étaient utilisés à l'époque, faisaient que les myotis, par exemple, formaient un groupe indissociable. Or, les différentes écologies au sein de ce genre myotis nous intéressaient énormément parce que autant d'espèces, autant d'écologies supposées. Et on voulait aller plus finement dans l'exploitation des résultats. Alors la méthode, on a choisi une méthode extrêmement simple. Non pas parce que nous étions âgés et plus assez alertes pour grimper aux arbres, mais parce qu'on voulait optimiser le temps disponible et puis la technique employée. Donc on n'a pas grimpé aux arbres. On a fait en sorte que ce soit les micros qui grimpent aux arbres, alors que nous, on restait au sol. Donc on a déjà uniformisé toute la partie collecte de données en utilisant un seul type d'outil, détecteur, donc le DEMI de Peterson qui est illustré ici, qui a la particularité d'avoir un micro que l'on peut déporter. Et on a fait des tests avec 30 mètres de câble du micro, on n'avait pas de perte d'intensité. On a donc conclu qu'on pouvait comparer ce qui se passait entre un détecteur qui recueillait l'activité au bout de 30 mètres de câble, le micro étant disposé à canopée, et un autre détecteur qui, lui, avait le micro vissé sur le corps et qui était au niveau du sol. Et pour équiper l'arbre, on s'est servi tantôt d'un lance-pierre quand c'était à moins de 20-25 mètres de hauteur, puis quand ça dépassait, nos petits bras faisaient qu'un big shot utilisé par les éleveurs professionnels était plus performant. Donc on balançait un poids auquel était attachée une petite cordelette par-dessus une branche la plus haute possible d'un arbre qui nous intéressait par sa structure, la station qui l'environnait, etc. Et puis on remplaçait cette cordelette par le câble du micro et on équipait des arbres sur lesquels on pouvait revenir d'année en année ou de saison en saison, de façon en laissant une cordelette en permanence. Et il faut en gros 20 minutes pour équiper un arbre. Et puis une fois que l'arbre est équipé, en 5 minutes, on a hissé le micro et on est prêt à faire feu. Et les deux observateurs sont situés côte à côte au sol, l'un avec le détecteur dans la main et le micro sur le détecteur, et l'autre qui est relié par un cordon qui l'amène jusqu'à des hauteurs insoupçonnées. Alors pour faire le bilan, c'est 44 sites d'écoute qui ont fait par site d'écoute, c'est un massif forestier. Nous on raisonnait plutôt en termes de stations d'écoute, donc on a 121 stations projetées au sol et multipliées par 2, puisque chaque micro représente une station d'écoute, c'est la définition d'une station d'écoute, c'est le volume de perception d'un micro. Et en tout on a cumulé 660 heures d'écoute. Alors, pour l'anecdote, pour montrer qu'on a contacté 24 espèces, mais certaines de façon très anecdotique, vous voyez, ici, ce sont les activités en termes de nombre de contacts calculés par tranche de 5 secondes. L'occurrence de signaux pendant chaque tranche de 5 secondes, et qui donne des niveaux d'activité pondérés, c'est-à-dire que pour pouvoir comparer les espèces entre elles, on triture un peu les données brutes, parce qu'il est évidemment illusoire de comparer l'activité d'un Tirnilov et d'une grande reclue. Ce n'est pas exactement les mêmes intensités d'émission. Donc on pondère ça par des coefficients liés aux différentes intensités pour pouvoir rendre les choses un peu mieux comparables.
Par contre, ça ne change rien à la probabilité de détection. C'est-à-dire qu'une espèce qui émet très faiblement a toujours peu de probabilité de détection par rapport à une espèce qui émet fort. Ça, on ne peut pas le modifier par quelque équation que ce soit. La disposition, c'était en moyenne donc un différentiel de hauteur de 23 mètres, c'est la médiane. Les médianes et moyennes étaient assez proches entre les deux micros pour éviter qu'il y ait un maximum de redondance, c'est-à-dire d'un même contact, d'une même chauve-souris, d'un même individu qui soit contacté par les deux micros en simultané. On a, de fil en aiguille, la première année, fait un certain nombre de tests qui nous a permis de limiter cette redondance. Au début, la première année, c'était 20% de contacts qui étaient redondants entre les deux micros, et qu'à la fin du programme, on tombait aux alentours de 1%. Et ça, simplement, en faisant en sorte qu'il y ait un écran de feuillage entre les deux, en orientant les micros de telle façon qu'ils soient peu recouvrants, et à chaque fois, les micros étaient orientés presque à l'horizontale, pour pouvoir travailler dans l'axe, dans le plan de la canopée ou de proximité du sol. Les résultats maintenant, pour fortement résumer, alors qu'est-ce qui se passe quand on fait des inventaires en forêt et que l'on est les pieds rivés au sol sans avoir à utiliser ce dispositif d'écoute en canopée? Eh bien, on peut se dire que, quantitativement parlant, on a quand même plus de 60% des contacts qui sont recueillis en étant au sol. C'est un résultat qui est plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'on a quand même une majorité des contacts que l'on obtiendrait dans cette espèce à trois dimensions qu'est la forêt. Et si on regarde comment ça se passe espèce par espèce, cette donnée quantitative globale va être nuancée. On s'aperçoit qu'il y a des espèces, en gros 3 catégories, même si j'aime pas les catégories, mais il y a quand même des espèces qui se retrouvent avec plus de 55 à 60% de leur temps d'utilisation de l'espace forestier au niveau de la canopée, une proportion d'espèces qui a un temps d'utilisation de plus de 60% près du sol, et puis des espèces qui sont captées très souvent par les micros, soit parce qu'elles utilisent une strate intermédiaire très souvent, soit parce qu'elles se baladent verticalement entre les deux strates. Donc pour détailler un petit peu, même si vous l'avez sous les yeux, on retrouve des espèces sans surprise qui se retrouvent en canopée, des espèces plutôt de lisière, Nathusius, Vespertsalie, Pistrelle de pluie. Plus surprenant, l'oreillard gris. On le détaillera un petit peu plus tout à l'heure. Et puis plus près du sol, on retrouve l'oreillard roux, tiens, pas la même strate que l'oreillard gris. Et puis des surprises, des espèces qui sont des espèces glaneuses, c'est-à-dire qui vont capturer les proies grâce à un vol lent, qui sont posées sur la végétation, dont on pouvait supposer qu'elles utilisent en fait tout l'espace de feuillage disponible au sein de l'espace forestier. L'Attéraire, le Bechstein se retrouve quand même en proportion beaucoup plus souvent près du sol. Et pareil pour le petit rhinolophe. Et le grand murin, c'est moins une surprise, puisqu'on sait depuis la thèse de Raphaël Arlatan en Suisse que c'est un glaneur lié aux proies qui circulent sur le sol. Mais on voit quand même que ce n'est que 76% de son activité. Et puis entre les deux, les espèces qui naviguent beaucoup, on a plusieurs myotis, échancrés avec les grandes. On a l'acérotine commune, qui, est-ce que c'est une originalité locale? Je ne pense pas, parce que ça m'est arrivé dans d'autres zones d'Europe, chasse beaucoup en milieu intra-forestier, en souvent. Et puis la pipistrelle commune, qui chasse plus souvent près du sol, même si souvent elle est captée par les deux niveaux. En gros, les 1 à 5% de redondance qu'on avait, c'est principalement sérotine et pipistrelle commune. Et puis les espèces qui émettent fort, comme les noctules, évidemment, quand elles sont au-dessus de la canopée, même à 100 mètres, elles vont être captées par les deux niveaux. Alors ça, les résultats que je vous ai présentés sur la diapo précédente ici, ce sont les
les niveaux d'activité calculés à l'échelle de la zone d'étude, c'est-à-dire de la région entière. Tous les contacts que nous avons fournis à l'échelle de la région, de la zone d'étude de toutes ces espèces-là, sont résumés par ces chiffres. Mais si on prend une autre unité d'échantillonnage, une autre échelle d'échantillonnage, qui est celle de la station d'écoute, et que l'on ventile les résultats station par station pour toutes les espèces, le long de ces diagrammes boîte à moustache, où on a quand même des médianes qui indiquent des décalages plus ou moins forts, mais qui nous donnent un aperçu aussi des recouvrements entre ces différentes distributions, eh bien, on s'aperçoit que pour les espèces de lisière, c'est relativement bien tranché. La savine en a moins de données que pour les autres espèces, mais c'est quand même très tranché entre sol à droite et canopée à gauche. Pour la pipistrelle de Natusus, c'est également bien tranché, très peu de contacts au sol. La majorité écrasante des contacts sont en canopée. Pour la pipistrelle de cube, on a très peu de recouvrement. C'est également une espèce qui fréquente beaucoup plus la canopée, et notamment l'interface de la lisière horizontale juste au-dessus du canopée. Pour ce qui est des espèces de sous-bois, c'est-à-dire les myotis, les oreillards, supposés des espèces de sous-bois, le tyrinolophe, etc., c'est plus nuancé entre les résultats globaux à l'échelle de la région et ceux à l'échelle de la station. Le Nateraire, qui montrait une majorité de contacts à l'échelle de la région, donc les médianes montraient une préférence pour la proximité du sol, eh bien à l'échelle de la station, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et on a des résultats, on va y revenir parce qu'on a des résultats similaires pour le petit rhinocéros. Et c'est là qu'il a été important d'introduire la notion de détectabilité des espèces et l'incidence sur la collecte des données acoustiques. C'est-à-dire que le Nateraire et le Tyrinolophe, par exemple, sont des espèces qui sont contactables à quelques mètres seulement, la plupart du temps. Ce qui fait que lorsqu'on les contacte, elles sont pas loin du micro. Et que leur stratégie d'utilisation de l'espace, qui est connue depuis plusieurs années grâce à un programme antérieur par suivi de capsules luminescentes, montre qu'elles exploitent des microzones pendant un temps relativement long, puis après elles vont changer de microzone. Ce qui fait qu'elles peuvent fournir un nombre important de contacts à un moment donné, si le hasard fait qu'elles sont près des micros, et elles vont y rester pendant un bon moment. Par contre, il suffit qu'elles soient décalées de quelques mètres, elles vont y rester tout aussi longtemps, on en aura rien du tout. Et ça donne une distribution. Dans la collecte des résultats, ça crée un biais qui fait que la probabilité de détection de ces espèces rend ces résultats très peu interprétables. Et plus exactement, ça nous permet de dire que la stratégie de chasse de ces espèces-là fait en sorte que, vraisemblablement, à l'échelle de la station, il nous est montré qu'elle fréquente bien le sol, mais également bien la canopée, mais que c'est uniquement ce biais de détectabilité qui a généré des différences à l'échelle globale du traitement des résultats. Je ne sais pas si je suis très clair, mais j'ai rien dit. C'est l'étude qui a été terminée il y a 1 an et demi. C'est pas présenté de pertinent. Pour ce qui est du murin de Bechstein, les médianes, elles, restent bien décalées en faveur de la proximité du sol, mais on voit qu'il y a une variabilité qui est très forte, qui fait qu'on a un recouvrement qui est total avec les données obtenues en canopée. Donc certes, en moyenne, en médiane, on a, mais la médiane nous intéressait mieux puisque elle est moins influencée par les extrêmes, on a une différence dans les strates d'activité chez cette espèce-là, mais en gros, il peut tout exploiter du sol au plafond. Le grand murin, eh bien, la surprise, ça a été montré, certes, il est plus souvent au sol, mais sa représentativité en canopée, elle est pas négligeable, et parce que je crois que j'anticipe pas, il n'y aura pas de diapo après, je me souviens plus très bien, elle est saisonnière surtout, et elle est liée à l'exploitation d'un phénomène très précis. Les années où il y a une forte densité de l'épidoptère défoliateur, les chenilles tordeuses, eh bien, les chenilles, lorsqu'elles terminent leur cycle, se suspendent, donc descendent du feuillage le long d'un fil de soie pour se nymphoser au sol.
et elles deviennent très vulnérables à ce moment-là à tout prédateur qui chasse en poursuit, tout glaneur. Donc elles deviennent accessibles à pratiquement toutes les espèces de chauves-souris. Et on a observé Cérotine commune, grand murin, grande nocturne, exploiter cette manne alimentaire-là de façon très ponctuelle. Et c'est ce qui explique en grande partie l'activité des grands murins canadiens. On va s'attarder un peu sur le murin latéraire, parce qu'on a vu qu'il y avait un gros différentiel entre les deux calculs à l'échelle de la zone d'étude et à l'échelle de la station. Et quand on essaie de se mettre dans la peau, dans larynx d'un murin latéraire, eh ben on se rend compte qu'au niveau tessitulaire, ça représente une des prouesses du monde animal, très certainement, puisqu'il est capable de produire des signaux qui dépassent les 170 kHz de largeur de bande en 3 millisecondes et les répéter à raison de 30 à 35 fois par seconde. Et cette dépense d'énergie qui est très forte trouve certainement un déterminisme en termes de rentabilité, puisque dépense d'énergie, il faut qu'il y ait un retour. Et ça lui donne certainement une potentialité de repérage des proies statiques très discrètes, plaquées contre un substrat, par exemple. Il y a eu des études qui ont été faites en Allemagne en laboratoire qui montrent qu'il est le seul à repérer une phalène, un papillon de nuit, qui est plaqué contre un substrat, par exemple. Alors que les autres espèces qui ont suivi ce test-là n'étaient pas capables de le détecter. Et donc, ça lui permet d'exploiter à fond tout un micro-habitat qu'il va explorer à un moment donné et de diminuer énormément le différentiel qu'il y a entre proies disponibles, dans la totalité des invertébrés qui correspondraient potentiellement sur l'alimentaire, et les proies accessibles, c'est-à-dire celles vers lesquelles il peut effectivement aller pour les consommer. Une des conclusions aussi de cette étude, c'était que quand on comparait forêts jeunes et forêts matures, le murin latéraire était plus actif dans les forêts jeunes. En gros, une seule strate arborée, peu de sous-bois et une densité de tiges qui était très forte, et des sous-bois qui sont donc peu accessibles pour les espèces qui sont peu manœuvrables. Et lui, le murin latéraire, il était très dominant dans ces peuplements. Il était même plus fréquemment contacté que dans les peuplements matures. Et on se dit qu'il y a peut-être un effet de transfert, c'est-à-dire qu'il va utiliser des habitats sous-optimaux auxquels les autres n'ont pas facilement accès pour des raisons de facilité de circulation dans le sous-bois. Et puis peut-être que dans ces forêts jeunes, il y a moins de, ça a été testé, il y a moins de proies, de volume de proies, mais le peu de proies qui est disponible est accessible par le murin latéraire. Et donc ça explique qu'il trouve certainement une niche écologique particulière dans des habitats forestiers sous-optimaux qui sont délaissés par les autres, et lui, il en fait bon. J'ai l'air de faire des conclusions très rapides, faciles, assez réductionnistes, comme ça a été vachement réfléchi. Pour ce qui concerne le Tyrinolophe, on a exactement la même constatation qu'avec le murin de latéraire. Et encore plus que latéraire, c'est une espèce discrète acoustique. Et on a vraiment observé que cette espèce-là exploite des volumes de feuillage très restreints, dans lesquels, quelques mètres cubes, dans lesquels il peut insister pendant des dizaines de minutes. Ce qui fait qu'il y a des stations où on avait 300, 400 contacts à l'heure de Tyrinolophe, alors que le micro au sol n'avait rien, et des fois c'était l'inverse. Autrement dit, la conclusion, c'est que c'est bien la représentation à l'échelle de la station qui est parlante pour cette espèce-là, pour les espèces discrètes, parce que ça montre bien qu'en fin de compte, les deux strates sont utilisées, et c'est simplement la probabilité de détection qui constitue un biais, et qui peut créer un différentiel dans les médianes de calcul de l'activité. J'en suis. 25 minutes. Ah, c'est pas possible. J'ai presque fini. Non. Je vous parlais des résultats entre les deux oreillards qui sont très différenciés
Et ça nous a ramené à, on avait ça en mémoire, mais ça nous a ramené à la biblio, qui est plus ou moins ancienne, enfin disons ces 20 dernières années. Ça fait l'objet de pas mal de recherches sur la différence de niche écologique entre les deux espèces d'oreillard, gris et roux. Et notamment la thèse de Grégory Mott en Belgique, remarquable sur le plan méthodologique, qui avait conclu que des fois, il y en a un qui est plus en forêt, l'autre en prairie, puis d'autres fois c'est pas vrai, que ce soit en sympatrie ou en allopatrie, on n'a pas de différence significative. J'espère que je ne déforme pas trop ces résultats, mais si je les ai bien compris, ça veut dire en gros ça. On ne sait pas, on n'a pas trouvé la clé de différenciation des niches écologiques entre ces deux espèces. Mais il est possible que, avec des moyens relativement faibles que l'on a utilisés, on ait mis en évidence une piste de recherche à valider. C'est-à-dire que lorsque ces deux espèces fréquentent un même espace forestier, la différenciation se fasse par les strates utilisées. Et que si on fait le parallèle avec le type de sonar et le régime alimentaire, les différences qu'il peut y avoir entre ces deux espèces, ça colle. Le regard gris a un sonar qui est mieux adapté au milieu ouvert, et son régime alimentaire est beaucoup plus axé sur les lépidoptères, alors qu'il est très varié chez l'oreillard roux, qui est un vrai glaneur, qui va glaner toute proie qui correspond à la taille adéquate, alors que l'oreillard gris a véritablement, semble-t-il, une image de recherche, une spécialisation alimentaire sur les lépidoptères nocturnes, qui sont plus faciles à capturer, soit dans les strates libres juste en dessous de la canopée, entre le sommet de la strate arbustive et le bas de la strate arborée, soit carrément, comme on l'a souvent constaté, il exploitait la strate horizontale libre, la lisière horizontale, juste au-dessus de la canopée, comme la Pipistrelle natusus, comme le Vesperocène. Bon, voilà, il faut gagner du temps. Voilà, on est content, on a peut-être trouvé quelque chose. Et pour ce qui concerne le groupe des murins, ça fait quelques années que ça nous titille les différences de niche écologique entre les trois murins qui sont souvent près des milieux aquatiques intraforestiers, murin d'Alcatoé, murin moustache, murin de Brante. Et au moins pour le murin d'Alcatoé, nos résultats montrent qu'il est très souvent, il est en majorité en canopée, en forêt sèche. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément une forêt sèche, ce sont toutes des forêts fraîches qu'on utilise. On a un motorium. Mais loin de l'eau. Il y a plus de 50 mètres. Par contre, dès qu'il y a un linéaire aquatique, ruisseau ou une mare forestière, il va se rapprocher du sol et il va retrouver le murin moustache et le murin de Brante qui sont plus souvent près du sol. Mais peut-être par un jeu de compétition interspécifique, là où les trois espèces, ou deux de ces trois espèces, dont l'Alcatoé se retrouvent en forêt sèche, entre guillemets, eh bien l'Alcatoé sera plus de 90%, si je ne m'abuse, en canopée, alors que le moustache sera plus de 80% près du sol. Donc il y a peut-être là encore une piste de recherche de séparation par la strate forestière de niches écologiques chez ces espèces. Et puis la barbastelle, ce système a permis de valider quelque chose qui avait déjà été travaillé avec une collègue allemande sur le sonar de la barbastelle. Effectivement, les deux types de signaux, pour ceux qui savent, qui connaissent, qu'utilise la barbastelle, le type A et le type B, plus bas en fréquence, plus haut en fréquence, mais il y en a un qui est bien émis par la bouche, dirigé vers le bas, et l'autre qui est bien émis vers le haut par les narines. Et c'est ce qui crée la différence d'intensité. Lorsque l'on est au sol, on entend un type B qui est plus aigu, plus faible, mais le micro encadré qui, pour le même individu barbastelle qui est passé, c'est l'inverse. Le type B, qui est plus faible au sol, était plus fort en canopée. Donc ça montre bien les angles de dispersion de ces deux types d'émissions acoustiques, selon une stratégie sans doute liée à son régime alimentaire sur les prioritaires nocturnes pour brouiller les pistes, en quelque sorte, tromper les proies. Voilà, et puis la variation saisonnière, eh ben, j'ai déjà passé mon temps de parler. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous irez voir, ça aussi, pareil. Ça c'est pour montrer qu'en flûter régulière nature, c'est quand même important ça. Contrairement
à une forêt jeune, ça se repère très bien sur Géoportail. Selon le ton et les nuances de couverture, de représentation de la canopée forestière, on voit très bien si c'est une forêt mature, avec une canopée cloquée, disruptive, ou si c'est une canopée qui est très uniforme et très plane. Et ça fait une distinction robuste entre forêt jeune, clan, pas d'hétérogénéité, et puis les forêts matures. Eh bien, en futaies irrégulières matures, ce sont des espèces de lisières qui sont privilégiées parce elles ont une manœuvrabilité plus faible, et elles peuvent avoir des transferts verticaux du sol au plafond qui sont plus importants. Alors que pour les espèces qui ont une forte manœuvrabilité, comme la plupart des myotis et puis les oreillards en théorie, et ben, eux, ils peuvent pénétrer à travers une canopée dense et aller en sous-bois dense, en théorie. Leur vol leur permet. Donc en futaies irrégulières matures, on va avoir toutes les espèces, dont les espèces de lisière. Alors qu'en forêt jeune, on n'aura que quelques espèces, et surtout des espèces glaneuses. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, il existe une revue dans laquelle cette étude a été publiée. Ça remonte à un an et demi, je crois, et dans lequel vous trouverez tous les détails que je n'ai pas eu le temps d'exposer parce que vraiment mon temps de parole. C'est tellement dense que je pense qu'on va être très frustré s'il n'y a pas au moins une question. Donc si vous avez une question, allons-y. Et puis on grignotera sur notre temps à nous, Aurélien. Et si besoin, en fin de session, on essaiera de garder un tout petit peu de temps. Et puis pourquoi pas, si vous avez à nouveau une question, pour en profiter. Une question, pourquoi pas, Olivier. Olivier Vinet, Club GIG. Je me pose ces questions, enfin ces deux questions d'une. Quand tu parles des micros en canopée, tu disais que c'était 23 mètres à peu près la moyenne de distance entre le sol et la canopée. Et je ne connais pas les hauteurs de peuplement à ces endroits-là, mais est-ce que la canopée c'est dans le feuillage en plein dans la canopée? Est-ce que c'est sous la canopée? Enfin, est-ce que vous avez une stratégie? Vous avez fait comme vous avez pu? Et la question associée, c'est finalement, est-ce que vous avez décrit les strates de végétation que vous aviez autour des micros et dans les placettes? Parce que finalement, quand tu dis les bêtes vont chasser soit en canopée, soit au sol, ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'elles vont chasser dans une forêt très stratifiée, dans ces cas-là qu'elles soient au sol, dans la canopée et dans le feuillage, par rapport à une forêt non stratifiée. Est-ce que ça a été décrit et testé finalement? Tu réalises, Olivier, qu'il va falloir que ma réponse soit plus courte que la question. Merci beaucoup, Michel. C'était les branches presque terminales qui étaient équipées. Donc on montait jusqu'à 30 à 35 mètres, ça dépendait vraiment de quand on allait jusqu'où on pouvait aller en hauteur, pour la première question. Et pour le reste, oui, chaque station d'écoute a été décrite selon 26 variables descriptives dans un rayon de 30 mètres autour de la et qui tenait compte de toutes les variables qu'on décrit actuellement en forêt. La couverture en projection de chaque strate, herbacée buissonnante, arbustive, arborée intermédiaire, arborée supérieure, et puis alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des résultats de l'étude qu'on a amorcée en 2014 sur la population de murin de Lechstein en forêt foncée dans l'Allier. Pour beaucoup d'entre vous, vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment parce qu'elle a suscité quelques interrogations méthodologiques. Quelques interrogations méthodologiques, notamment autour du système qu'on a utilisé pour marquer les individus. Donc on pourra en parler un peu après. Là, ce que je ne cite pas dans la présentation, c'est l'ensemble des personnes qui contribuent, et je tiens à remercier tout de suite d'ailleurs Chausseur-Auvergne qui a apporté une contribution majeure pendant quelques temps. Je crois que Claire est dans la salle, je te charge de remercier Rémi, que je remercie ici publiquement, pour tout son investissement, parce que du coup ça nécessite un effort de préparation pour avoir les premiers individus sur terrain de chasse assez conséquent. Donc voilà, je tenais à le remercier publiquement ici. Alors le contexte en fait à Foncé, on bénéficie de 25 ans de données Kiro. Je vais aller assez vite sur le contexte. On a des colonies exceptionnelles, notamment la plus grande colonie ouest-européenne de murin de Lechstein, de murin
de Grand Murin, pardon, et en Murin-Bechstein, il y a une quinzaine d'années, en fait, la moitié des colonies connues étaient en forêt troncée, ce qui suscitait bien sûr un intérêt particulier. On est aussi face à une période, depuis une bonne vingtaine d'années, de renouvellement forestier en cours qui est assez important et qui pose une question évidente. Quel maintien de la biodiversité dans un tel contexte? Et notamment suite à quelques études qu'on a pu mener, des inquiétudes qui portaient particulièrement sur le Murin-Bechstein. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on avait des indicateurs qui pouvaient nous donner des informations sur le fait qu'il y ait des problèmes de reproduction chez certaines colonies. Alors on avait mené pendant quelques années une étude, notamment acoustique, et puis on a cumulé aussi d'autres programmes, notamment de la télémétrie sur certaines colonies, de manière à identifier les zones avec présence de Murin-Bechstein. En fait, on avait des difficultés à partir de l'acoustique à avoir des données suffisamment utiles pour la question. Vous allez découvrir après, effectivement, d'aller un peu plus loin, c'était pas si mal. Par exemple, on a essayé de le confronter aux données descriptives des habitats, mais voilà, on avait des choses assez évidentes. Par exemple, le Murin-Bechstein était particulièrement présent dans les parcelles âgées, en tout cas de chênaies les plus âgés, les plus vieux. Pour autant, ce n'était pas forcément suffisant. Alors, on a mené d'autres études, notamment par la télémétrie. On a regardé différents individus équipés qui nous emmenaient dans des arbres. Alors finalement, je ne vais pas tant entrer dans le détail des descriptions des arbres. Peut-être que ça va créer une frustration par rapport à la promesse d'Olivier et Raphaël ce matin, mais tant pis. Mais on a quand même eu deux résultats qui étaient intéressants. Par exemple, quand les femelles sont gestantes, vraisemblablement, elles cherchent à aller les plus haut possible dans les arbres, peut-être pour éviter un risque de prédation. Alors que par contre, au moment de l'allaitement, période qui implique beaucoup d'échanges sociaux au sein des colonies, là pour le coup, il semble que les individus recherchaient principalement des zones avec beaucoup de trous de pique à proximité les uns des autres, permettant pourquoi pas des échanges entre les petites colonies qui se seraient constituées assez proches les unes des autres. Donc voilà, on avait ce type de résultat-là. Mais pour autant, alors je vais rentrer assez vite dans cette petite démonstration, mais imaginez bien donc, on a un parcellaire théorique là. Vous avez à l'intérieur le chiffre du haut de chaque petit rectangle représente l'âge des arbres adultes. On est en système de fuite régulière, donc tous les arbres ont le même âge. Et il y a des estimations qui sont faites, qui nous ont été données. Là, en fait, j'avais tiré les chiffres notamment de l'étude, de la grosse synthèse allemande qui avait été publiée en français en 2003 dans la revue Lorinoloff et qui nous donnait un nombre de loges utilisables, enfin de cavités utilisables par les chauves-souris. Et si vous exploitez ces parcelles, notamment les deux plus vieilles parcelles, de manière immédiate, ça va avoir des conséquences sur la quantité de loges. Par rapport à la théorie que je vous ai présentée là, en fait, assez vite, on peut réduire de 20-30% la quantité de cavités disponibles pour l'ensemble des espèces. Et puis même avec le temps qui passe, on peut regagner des loges, parce que finalement, notamment les pics vont se reporter pour aller forer des loges ailleurs, mais malheureusement, ça peut ne pas forcément suffire. On peut avoir une perte de gîte potentielle, notamment, pouvant expliquer les résultats, les inquiétudes qu'on avait autour du Murin-Bechstein. Et donc, notre étude qu'on mène aujourd'hui depuis 2014, elle vise à répondre principalement à 5 grandes questions. D'abord, quelle continuité temporelle des habitats pour les chauves-souris par canton forestier, c'est-à-dire par secteur utilisé par chaque colonie de chauves-souris. Ensuite, sur ces secteurs, compte tenu de l'histoire de gestion, quelle peut être la capacité des colonies de se maintenir, notamment quand elles sont isolées. Quel est aussi le pouvoir dispersif des individus au sein des colonies? À la limite, peut-être que certains individus ont la possibilité d'aller vers d'autres secteurs, pourquoi pas vers d'autres colonies, voire la colonie entière une fois que l'ensemble du secteur favorable a été exploité. Et puis ensuite, quelle est la réaction justement face aux exploitations? Et puis enfin, alors là il y a la photo qui recouvre un tout petit peu la question, mais on a à l'ONF une instruction pour la biodiversité qui
à certains engagements sur un nombre d'arbres à maintenir à l'hectare en faveur de la biodiversité. L'objectif du travail ici présent, ça vise notamment à nous renseigner sur la possibilité d'arriver à conserver les colonies dans ce contexte-là. Alors, ce qu'on a fait, en fait, du coup, c'est que depuis 2014, on voulait avoir accès à des informations propres à chaque colonie. Donc, à partir du moment où on a identifié une colonie, on voulait mesurer les paramètres démographiques qui nous permettaient de dresser un peu la carte d'identité de chacune des colonies, en tenant compte de son contexte. Donc des paramètres de gestion, notamment la structure du paysage, le pourcentage de peuplement adulte, la disponibilité en qualité, l'intensité d'exploitation aussi présente sur la zone, de manière après à pouvoir confronter ça aux paramètres démographiques et comprendre la manière dont les colonies pouvaient s'en sortir dans un contexte de production. Pour arriver à ça, et notamment pour avoir tous les paramètres démographiques, je n'entre pas dans le détail, mais à partir du moment où on a la possibilité de suivre des individus dans le temps, et bien, du coup, ça nous offre plein d'opportunités, notamment en tenant compte des histoires de capture. Il y a des années, par exemple, on va capturer l'année 1 un individu sur un site, ici le site A. L'année d'après, on va le recapturer sur un autre site, le site B. L'année d'après, on ne sait pas ce qu'il devient. Et puis l'année suivante, on le recapture sur le site A, et comme ça, on arrive à redessiner des histoires qui racontent un petit peu la vie de la colonie en fonction des différentes contraintes auxquelles elles sont exposées année après année. Alors, il faut connaître un peu la forêt troncée, en tout cas pour connaître les sites, mais ces noms-là, je l'ai répété à plusieurs reprises dans la présentation. On a particulièrement travaillé sur 4 colonies. Alors, il y en a une que j'ai mis entre parenthèses, la colonie du secteur du Play. Après, pour les autres, Genetel, Moras, Salon-Luron. Donc, du coup, on a réalisé un suivi assez fin qui nous permet justement de savoir ce qui se passe. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez un peu sur la carte, c'est que quand on regarde un peu les pointages des localisations de Bechstein qu'on avait par l'acoustique et les autres méthodes, on a l'impression un peu d'être face à 4 colonies qui pourraient être voisines les unes des autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un suivi quotidien. Pour ça, et c'est là que Chauve-souris Auvergne, notamment pendant quelques années, a été précieux. Notamment Rémi, ce qu'il faisait, c'est qu'il capturait les individus sur terrain de chasse, et dès qu'il avait un juvénile ou une femelle adulte allaitante, à chaque fois ça avait lieu entre fin juillet et début août, il équipait l'animal. Ensuite, on réalisait un suivi télémétrique qui nous permettait d'arriver jusqu'au gîte. Et ça démarrait pendant une semaine. Puis après, on avait des équipes de grimpeurs qui arrivaient et qui avaient pour mission d'aller chercher les animaux en haut des gîtes, donc déjà de les localiser, de confirmer leur présence. Dans bien des cas, elles étaient en loge de pique, dans 9 cas sur 10, avec quand même une difficulté là-bas. Vous voyez, c'est assez haut. Et donc, voilà, on est face à des arbres de 45 mètres de haut. Bien souvent, les gîtes sont au-delà de 20 à 25 mètres. Et pour ceux qui sont dans la salle, j'en vois 2 qui grimpent les arbres troncés, dans le cadre de cette opération-là, et voilà, c'est assez physique. Dans bien des cas, en fait, du sol, on a l'impression que l'animal est dans un gîte qu'on voit bien une belle loge. On grimpe, et puis arrivé en haut, on se rend compte que finalement, le signal n'est pas du tout dans cette loge-là, et c'est dans l'arbre qui se trouve en face. Et là, il faut recommencer, on redescend, et puis on monte. Remarquez, ça fait les bras, c'est pratique. On a notre séance de sport qui est bien organisée par Bechstein. Et une fois qu'on a trouvé les animaux, qu'on a trouvé les colonies, on a inventé un petit système qui correspond à un petit arbre-trappe arboricole qu'on met en place après en hauteur, devant la loge. L'opérateur, comme vous le voyez à droite, est installé dans un petit hamac parce qu'on aime bien notre petit confort. Non, c'est surtout que quand vous êtes à 30 mètres de hauteur dans un arbre accroché uniquement à une corde, ne pas bouger pendant 3-4 heures, le soir, c'est totalement impossible, c'est impensable. Donc du coup, il faut avoir de quoi se poser. Et puis après, dans le principe, donc, on a un opérateur qui est en bas, donc il y a le captureur qui est là-haut. L'opérateur qui est en bas a sa table de capture assez classique que vous connaissez. Et puis on met en place un système de tyrolienne qui nous permet de descendre les animaux
Et donc, progressivement, en fait, voilà, on a un système de tyrolienne avec des poulies au sol, une autre poulie en haut, qui va jusqu'au grimpeur, et puis de proche en proche, en fait, on arrive à descendre des animaux au fur et à mesure qu'ils sont capturés tout en haut, une fois que la nuit est tombée. Alors, je tiens à m'excuser, c'est les photos de 2014, je ne sais pas si Julie est là. Ouais, tu te caches les yeux sur cette partie-là. Je n'ai pas eu le temps dans la présentation d'aller chercher les photos de ces dernières années. Sinon, on a des gants, et puis on a aussi le masque maintenant depuis quelques temps. Mais donc voilà comment ça se présente, la bague que l'on pose. Et donc, c'est une petite bague alu. On pourra en reparler. On a équipé un certain nombre d'individus au total. Et puis pour l'instant, on n'a pas détecté de très gros problèmes. Pour être honnête avec vous, c'est arrivé qu'on ait parfois des boursouflures, ou alors parfois qu'on ait une bague qui traverse le patagium se ressousse dessus. Alors la difficulté après, c'est parfois de lire la bague, mais ces situations restent quand même assez rares et sont liées à la manip généralement des 2 premières années. Et après, sur les bagues des dernières années, on n'a pas vraiment constaté de problème. Alors, en nombre de captures, là je parle bien de captures par d'individus équipés avec des bagues, on est en gros à 4000 occurrences de captures d'individus qui correspondent à un total de 1380 Möhrenbechstein papiers aujourd'hui sur le site. Et avec une information intéressante, c'est qu'on a pour certains individus 6 années par exemple avec de la capture. Donc voilà, il y a des animaux qu'on arrive à très très bien suivre, d'autres qu'on a parfois lu qu'une seule année. Et pour vous donner une petite idée, donc du coup ça nous donne des petites histoires de capture assez intéressantes, comme ce que vous avez là, donc un individu bagué en 2014, et sur le même site retrouvé en 2019, 2020, 2021. Alors là par exemple, on a d'autres exemples, 2014, 2019, 2021, j'en ai encore d'autres comme ça, des exemples. Ce qui est toujours assez étonnant dans ce genre de résultats, c'est qu'on s'est retrouvé finalement dans des situations avec parfois la suspicion de la disparition d'individus. Et puis finalement, notamment c'était le cas pour les premiers que vous aviez en haut, les 2 premiers, c'est des animaux qui vraisemblablement étaient dans un petit groupe qu'on n'a pas réussi à recapturer. Et puis ce n'est qu'à partir de 2019 quand on a réussi à retaper ce groupe-là particulièrement qu'on a redétecté pas mal d'animaux qui venaient de la première année 2014. Et puis vous avez tout en bas à gauche d'autres individus qui sont très très bien suivis. Là, donc un animal bagué en 2014 qu'on a eu à nouveau en 2015, 2017, 2018, 2020, 2021. On commence à bien la connaître cette semaine-là. En tout cas, ça donne des informations très intéressantes. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir dessus, mais du coup, ça donne des petites informations, par exemple, sur les données biométriques, sur les tailles d'avant-bras. On a parfois un différentiel entre les différentes colonies. Pour les poids, même chose, même si vous voyez qu'il y a un recouvrement qui est quand même très très important. Ce qu'on a eu comme information, et ça c'est intéressant, sans marquage, je ne pense pas que ce soit possible, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où les jeunes sortaient de la cavité, ils étaient à l'envol, en 3 à 4 semaines, les épiphyses sont fusionnés. Et on a vu dans le temps, notamment ces dernières années, on était bien calé sur la période du coup des jeunes qui étaient tout juste volants. Et on a vu des individus qu'on a recapturés plusieurs fois en 2 semaines de temps, on les a vus progressivement voir leurs épiphyses se fusionner. Et donc du coup, ça laisse présager qu'au-delà de 4 semaines après l'envol, en fait, ça devient assez compliqué d'avoir la certitude qu'on a affaire à des juvéniles. Hormis la couleur du pelage, mais sinon c'est un peu plus compliqué. Alors on calcule aussi des indices de masse corporelle. Alors là, en ordonnée, c'est des indices de masse corporelle. À chaque fois, vous avez notamment en 2e colonne et en 3e colonne des statuts entre les non-reproducteurs et puis ensuite à droite les reproducteurs. On a des différentiels qui sont parfois un peu étonnants. On n'a pas trop compris. Les individus reproducteurs sont globalement un indice de masse corporelle plus faible que les non-reproducteurs sur 2 colonies.
ce qui n'est pas le cas sur les deux autres colonies qu'on suit, à Gentel et à Morat. Voilà, donc il y a vraisemblablement des histoires qu'on arrive à détecter par ces indices-là. Là, je passe vite. On a aussi détecté d'autres choses qui nous interpellent. Alors déjà, on a regardé bien sûr le nombre de femelles qui étaient reproductrices dans les colonies. Là, je vous ai fait la moyenne sur l'ensemble des années. On a des colonies dans lesquelles vraisemblablement plus de 80% des femelles se reproduisent, d'autres dans lesquelles on a moins de femelles qui se reproduisent. Et puis on a aussi regardé notamment l'évolution du sexe ratio chez les juvéniles, donc en sortie de loge, et on a un différentiel qui peut être très important d'une colonie à l'autre, avec quand même une tendance. Alors, par exemple, sur le site de Gentel, qui est le site qui est parmi les différents sites le mieux conservé, en réalité, Luron fait l'objet d'une exploitation qui est un peu avancée. Salou, c'est une colonie qui est sur un site totalement isolé entre des résineux, des grandes cultures et puis des jeunes peuplements feuillus. Et Morat, c'est au contraire un site qui a été rajeuni par le passé, qui est en train progressivement de vieillir et donc d'offrir des habitats qui vont devenir de plus en plus favorables. Et donc on a des histoires aussi autour des sex ratios qui nous interpellent un tout petit peu. En fait, on a eu un peu la sensation à un moment donné qu'à partir du moment où les contraintes du milieu étaient très fortes, eh ben, on avait un sex ratio qui en était impacté. Et notamment, par exemple, pour 2020, l'une des colonies qui semble s'en être tirée le mieux, en tout cas les colonies qui semblent s'en être tirées le mieux, sont des colonies qui étaient proches de points d'eau. Et donc là aussi, ça nous interpelle compte tenu du fait qu'on était en phase de canicule intense au moment où on travaillait. Et peut-être que le fait d'être à côté d'un étang a soutenu la reproduction, ce qui n'était peut-être pas le cas chez les autres colonies. Alors maintenant, pour s'intéresser aux arbrogytes en tant que tels, alors on a des données, des données sur, par exemple, le diamètre des arbres, la hauteur des gîtes dans lesquels on trouvait les arbres. Alors par exemple, pour Morat, globalement, on est sur des peuplements qui sont en train de vieillir, donc c'est assez normal qu'on ait des diamètres des arbres plus petits qu'ailleurs, et puis aussi des gîtes qui soient plus bas par rapport à ce qu'on peut trouver en Gentel, où là on monte à 45 mètres de hauteur pour la canopée. Puis on a d'autres informations sur les surfaces terrières, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, ce qui va vous intéresser, c'est ça. Donc Gentel, en fait, pour chaque site, en gros, il faut imaginer, les grimpeurs sont là pendant 2 semaines, donc on fait un suivi sur 2 semaines. Gentel, c'est le site qu'on a suivi dès le début. Donc on a cumulé 8 années fois 2 semaines. Et en 8 années fois 2 semaines, on a trouvé 125 arbres. On en est aujourd'hui à 614 murins qui ont été validés. Et si on veut s'amuser à reconstituer l'histoire d'apparition des arbres, donc là vous avez l'année 2014. En 2014, on a trouvé tous ces arbres-là avec du murin de Bechstein. Et puis si on rajoute progressivement les différentes années et qu'on déroule l'histoire de découverte des arbrogytes, vous voyez qu'on en a découvert chaque année. Alors parfois vous allez avoir un point qui va être recouvrant à un point passé parce que l'arbre a été réutilisé par la suite. Mais du coup, on a une certaine quantité d'arbres qui réapparaissent chaque année et qui justifie le fait que du coup, on ait énormément d'arbres utilisés par l'ensemble de la colonie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est donc du coup sur des secteurs où on ne se limite pas à ça. Là, je n'ai pas d'autres résultats que cette figure-là, mais on est en train, selon l'exemple cité par Olivier ce matin, de faire des inventaires systématiques d'endro-micro-habitats, donc en particulier de qualité et de loges utilisables par les murins Bechstein, de manière à voir quelle est la capacité d'accueil du milieu. On ne se limite pas au secteur des colonies, on est en train de le faire sur l'ensemble de la forêt. Ce qui est assez surprenant quand même, c'est que là sur la zone en question, pour être honnête, c'est moi qui ai fait les relevés, et je m'attendais à avoir en visuel beaucoup de loges. Lors de l'inventaire qu'on a réalisé l'hiver dernier, en fait, on n'en voyait pas tant que ça. Mais pour autant, vous voyez là tout un tas de petits points qui indiquent qu'il y a quand même bien nos arbres à murin de Bechstein. Et en fait, je me suis rendu compte en le faisant sur cet endroit-là qu'on détectait du sol moins de 50% des loges réellement utilisables par les murins de Bechstein. Là, pour vous donner encore une autre image sur ce site-là, on a une certaine quantité de murins de Bechstein présents à chaque fois dans chacune des cavités.
Alors dans certains cas, vous allez avoir que quelques individus, dans d'autres cas, ça peut monter jusqu'à 102 individus qui ont été vus, parfois en 2 fois, en 2 séances de capture. Autre info aussi très étonnante, 2021, année très particulière au niveau météorologique, il ne faisait pas forcément très chaud. Et au cœur d'une des colonies de Murenbechstein qu'on a sur la zone, 2 mâles de burin de Breton étaient avec les femelles pendant 2 soirs d'affilée. Donc ça a été un peu une surprise, on ne s'y attendait pas trop. Et du coup, voilà, petite information intéressante. Ensuite, il y a quelques graphiques que je vais passer vite, mais c'est en gros le même type de carte. Donc, vous pouvez voir, on est sur un secteur avec 58 arbres différents, 385 murins bagués, là 422 bagués pour 62 arbres retrouvés. Et là, maintenant, le site de Salon, qui est le site qui avait suscité des interrogations, on a beaucoup moins d'individus bagués. Et en fait, là aussi, si on déroule le temps, vous voyez qu'on découvre des arbres continuellement, année après année. Et c'est ce qui nous fait dire que quand on veut travailler sur des chauves-souris arboricoles, on n'a pas le choix, si on veut s'intéresser à la manière dont fonctionne une colonie, on est obligé de cumuler un temps assez considérable pour avoir une bonne idée de la manière dont les animaux utilisent l'ensemble des arbres disponibles. Autre élément aussi, c'est qu'avec les collègues forestiers, pour l'instant, on avait convenu de ne pas couper le moindre arbre que vous voyez floquer là, avec une petite image de chauve-souris, de manière à voir dans le temps comment ils se comportaient. Et en fait, c'est une ressource qui est dynamique et du coup, on a quelques arbres qui commencent à tomber depuis 3 ans. Ça, je vais aller vite. Je ne vais pas aller vite sur les résultats que je vais vous présenter là, mais on s'est posé la question de la capacité de dispersion des animaux. Et donc, du coup, on a rajouté un petit volet génétique qui se révèle insuffisant, vous allez comprendre après pourquoi, mais en tout cas qui révèle quand même des infos intéressantes. Je vais faire un pas sur le volet méthodologique, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une signature allélique différente entre les différentes colonies. En fait, la manière dont ça se passe, c'est qu'on a une diversité allélique quasi nulle, enfin même nulle pour 2 colonies, Jeunetelle et Luron, alors qu'elle est beaucoup plus élevée pour Salou et Mora. Alors en fait, ce qui a l'air de se passer, tout simplement, c'est que Jeunetelle et Luron alimenteraient les colonies qui sont voisines. En fait, c'est ce qu'on semble mettre en évidence par cette étude-là. Alors, inutile de vous dire, quand on a eu ce résultat-là, Éric Petit, qui avait fait la partie génétique, nous a dit c'est bien sympa, les amis, mais il va falloir que vous en montriez des preuves. Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire, puisque les individus étaient marqués, et on a eu, en 2017, une femelle, la 488, marquée en Jeunetelle, juvénile, qui s'est retrouvée en 2020 en bordure de la zone de Mora. Donc là, c'était une information qui était très intéressante, on l'a retrouvée en chasse. Après, elle a disparu. Mais ce qui a été très intéressant, c'est la suite. Notamment 2 femelles baguées juvéniles en 2017 en Jeunetelle, retrouvées en 2019 reproductrices à Salou. Donc là, du coup, on démontre qu'effectivement, vraisemblablement, des juvéniles de Jeunetelle alimentent la colonie de Salou. Et on a même eu une femelle adulte qui, en 2017, a alterné dans ses gîtes entre Jeunetelle et le site de Salou. Voilà, donc là, ça a été une information qui était particulièrement intéressante. Et donc, en bilan les perspectives, pour conclure, parce que le temps passe aussi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des colonies qui paraissent stables, Jeunetelle et Luron, mais qui sont fragilisées récemment, notamment à cause des exploitations qui sont en cours. On se pose la question de l'avenir de la colonie de Salou qui est totalement isolée, et puis sur une parcelle qui fait l'objet de régénération actuellement et qui en plus se prend un gros coup de chaud avec une forte mortalité, notamment chez certains arbres, et puis de la possibilité qu'on soit en train de vivre sur le site de Mora, en fait, la fondation d'une colonie de Murenbechstein. Voilà, et donc l'idée c'est de poursuivre encore un peu le suivi de manière à savoir exactement comment ça va se comporter. J'en finis juste avec ça. En fait, on a de nouvelles inquiétudes liées au dépérissement.
En fait, la forêt troncée, malheureusement, on a l'impression que les grands arbres de 45 mètres de haut sont tous condamnés, puisqu'en fait, à chaque fois qu'un arbre meurt, ceux qui sont par la suite sont exposés en plein soleil et se prennent un coup de chaud et ont l'air de montrer des signes de dépérissement assez forts. Alors pour l'instant, ça concernait les hêtres. Depuis 2 ans, maintenant, ça concerne aussi les chênes. Alors il faut dire que c'était une forêt avec plus de 1000 mm de pluie par an, et qu'on commence à voir 2018, 2019, 2020 par exemple, des années à 350 mm de pluie concentrées sur la période hivernale. Inutile de vous dire que les arbres, ils n'aiment pas. Et donc du coup, on a notamment vu en 2020, lors des grandes chaleurs, des colonies de Murinwestein changer de gîte 3 fois dans la journée. C'est-à-dire que le matin, on y allait pour suivre l'individu équipé d'un émetteur. La colonie était dans un arbre, et puis en y retournant en début d'après-midi, les animaux avaient changé d'arbre et étaient 100 mètres plus loin, sachant qu'on n'avait pas perturbé, on n'avait pas, pour le coup, on n'avait pas grimpé du tout ces arbres-là, ils n'étaient pas équipés. Et on a notamment un collègue qui est resté au pied d'un arbre pour voir un petit peu ce qui se passait, il est resté quelques heures, et en fin d'après-midi, il a vu la colonie en visuel déménager, alors qu'il faisait 40 degrés à l'ombre, et que vraisemblablement, du coup, les Bechstein qui étaient tout en haut dans l'arbre ne le vivaient pas très très bien. Donc l'idée, et là on va venir un peu vers vous dans les mois et les années qui viennent, on va essayer peut-être de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas tenter de mieux cerner la manière dont des colonies peuvent réagir dans des contextes de gestion forestière un peu différenciés, sachant que c'est un cas, de là à le généraliser de manière à traduire en termes de gestion, c'est compliqué. Donc l'idée, ce serait de pouvoir partager un peu les expériences étalées sur le terrain. Merci. Il est 18h41, on va préparer une question. Et puis après, on va laisser la parole à Aurélien. S'il y en a pas. Très vite, Laurent. Juste pour savoir si vous aviez essayé de capturer un autre période de l'année et de voir s'il y avait des échanges entre les différentes colonies ou d'autres types de structuration au printemps ou à l'automne, dans les d'été. Alors on ne l'a pas fait parce que l'effort est assez considérable quand même. Pour ce type d'opération-là, il faut être beaucoup de grimpeurs. Et c'est quand même assez épuisant et fatigant d'une part, et compte tenu du fait que de grimper, on imagine quand même que ça crée un dérangement pour les bestioles, donc on est parti sur le fait de se limiter à la période post-ISBA, de manière certaine, donc quand les jeunes sont volants. Donc pour l'instant, on ne l'a pas fait avant dans la saison. Par contre, on a bon espoir que le génétique nous apporte des réponses là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est en train de renforcer le programme génétique de manière à avoir peut-être de nouveaux indicateurs qui vont nous renseigner sur la manière dont ça se passe. Mais on ne l'a pas fait, au printemps. Pour vous donner une idée, là, seulement pour les 3 semaines d'inventaire, c'est pas loin d'une centaine de jours de gens spécialisés grimpent. On est une douzaine de grimpeurs au sein du réseau mammifère de l'ONF, et se mobiliser beaucoup plus que ça, après c'est compliqué. Voilà. Mais peut-être que si on était dans les forêts avec des arbres de 15 mètres de haut, on le ferait, et on aurait peut-être moins besoin de grimpeurs, ça serait plus facile. Aurélien, à ton tour. Bonjour à tous, je suis Aurélien Siro, chargé d'études au Bocchianta de Provence. Et pour cette dernière présentation, je vais vous présenter quelques éléments d'écologie du Murinwestein en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment dans le cadre d'une étude télémétrique dans le massif de Lens. Donc, pour parler un peu du contexte, cette étude elle a été réalisée suite à une étude d'impact et une étude d'incidence concernant un projet d'agrandissement de l'ICPE de Roumaguérol dans le département du Var, donc juste ici, sur la carte. Donc cet ICPE, en fait, il est surtout en charge de la gestion et le traitement des déchets. Et suite à ce projet justement d'agrandissement, il y a eu différentes mesures de la séquence éviter, réduire et compenser. Et en plus de ces mesures-là, il y a eu une mesure d'accompagnement visant notamment à améliorer les connaissances sur le Murinwestein. Pourquoi le Murinwestein ? Eh bien, il s'avère que justement pendant les études d'incidence et d'impact, il y a eu des contacts acoustiques de Murinwestein,
avec des cris sociaux typiques qui étaient caractéristiques de la présence d'une colonie. Donc, suite à l'avis du CNPN, nous avons décliné plusieurs objectifs pour cette télémétrie, à savoir localiser là où est les colonies, étudier le domaine vital de celles-ci, identifier également un réseau de gîtes complémentaires et enfin préconiser des mesures conservatoires. Donc, au cours de cette présentation, je vais vous présenter justement le domaine vital et les quelques arbres gîtes que nous avons découverts. Donc, concernant la méthode, nous avons justement capturé pendant 2 nuits avec un groupe d'une dizaine de bénévoles. Donc, au cours de la première nuit, on a capturé sur une partie en récessive et une autre partie en bassin DFCI, donc contre la protection des forêts contre les incendies. Donc, au cours de la première nuit, on a réussi à capturer un juvénile mâle de Holstein et également une femelle allaitante. On a tous deux équipé d'émetteurs. Et donc, on a le lendemain découvert la colonie dans un arbre gîte, donc du chêne-neige. Et ensuite, on a justement mis des dispositifs de capture autour de cet arbre-là. Mais auparavant, il y a eu un important travail de SIG qui visait justement à décrire les habitats par orthophotographie. Et donc, on a pris un rayon de 5 km autour de l'ICPE que vous pouvez voir sur l'orthophoto ici. Donc pour le côté un peu geek technologie, les émetteurs, ce sont des émetteurs de chez Lotech Picopip AG337, dont le poids est environ de 0,34 grammes. Et l'objectif, c'était d'équiper uniquement des femelles allaitantes pour avoir une bonne idée de leur domaine vital et des terrains de chasse utilisés. Et une fois ces femelles équipées, on allait réaliser ensuite un suivi nocturne, donc de environ, on va dire, 21h jusqu'à 7h le lendemain matin. Et après, on enchaîne vers 14h avec une recherche des arbres gîtes. En résultat, il faut savoir qu'on a découvert 3 arbres gîtes sur le suivi télémétrique, dont le principal que vous voyez ici, l'arbre gîte numéro 1, qui accueillait 57 individus. Et il faut savoir également qu'on a équipé au total 10 individus, donc 9 femelles allaitantes et un mâle juvénile. En plus du gîte principal, on avait également 2 autres gîtes secondaires, donc l'arbre gîte numéro 2 et le 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces arbres gîtes, ils étaient tous situés à proximité de voies de communication, donc des routes ou les pistes de FCI, comme on peut le voir ici. Il faut savoir aussi que ce sont tous des chênes-neige et que les nombreux micro-habitats utilisés par la colonie, donc il s'agit principalement de fentes plus ou moins étroites. Donc tout au long du suivi télémétrique, on a pu avoir des informations sur la présence des individus équipés dans chaque arbre. Donc on remarque qu'on a quand même une bonne information, une bonne connaissance de ce qui se passe au cours des 4-5 premiers jours de suivi, avec la plupart des individus équipés qui étaient présents dans l'arbre gîte principal, donc avec la couleur verte. Et ensuite, en deuxième partie de suivi, on s'aperçoit qu'on loupe des choses, il y a des trous dans la raquette, et que, notamment au niveau des arbres gîtes, il y a peut-être autre chose à creuser. Pour les petites infos également annexes, on a remarqué que la distance aire de chasse gîte était de l'ordre du kilomètre en moyenne, ce qui correspond aux valeurs retrouvées dans la littérature, mais avec des extrêmes de déplacement qui étaient proches de 5 km environ, ce qui est un peu plus élevé. Et autre point important, on se situe dans le massif des Morts, donc en région PACA, avec des épisodes de sécheresse chronique. Et les arbres gîtes étaient tous situés dans un rayon de moins de 500 mètres d'une source d'eau. Donc ça va être surtout les bassins DFCI, puisque les rivières sont très rapidement asséchées en début de saison estivale. Donc sur cette carte, on peut voir les localisations de chaque individu. Donc sur les 10 individus, on en a retenu 6. Donc vous pouvez voir justement le numéro de l'individu avec la couleur associée qui correspond sur la carte. Donc on peut voir déjà, avec un rapide coup d'œil, que chaque bête a un peu ses préférences, avec là 1.3 par exemple qui va avoir une patate assez concentrée, et d'autres individus qui vont avoir des terrains de chasse en 2 noyaux ou plus. Et ces terrains de chasse
on s'aperçoit qu'ils sont tous au sud de l'ICPE Pont-Maguillon. Donc, suite à ces données de localisation, on peut faire différentes choses avec. Ce qui nous intéressait, c'était de définir des domaines vitaux, et pour cela, il y a différentes manières d'y parvenir. Le premier, c'était de réaliser un MCP, donc un Minimum Convex Polygon, qui consiste à prendre les points les plus externes du nuage de points et de tracer une patate autour. Donc on a un MCP de la colonie qui est de 550 hectares, avec une moyenne de 220 hectares par individu, ce qui est un peu plus élevé que ce qu'on peut retrouver dans la littérature. Toutefois, il y a un biais dans cette méthode de calcul du domaine vital. Il s'avère que le MCP surestime le domaine vital réellement utilisé, parce qu'en surveillant en arrière, on voit que pour l'individu 1.3, donc la couleur orange, on a un nuage de points plus ou moins dense ici, et que quand on passe justement au MCP, on a ces zones-là qui sont pourtant non utilisées, mais qui sont caractéristiques du domaine vital. Donc pour se séparer un peu de ce biais-là, on a utilisé une autre technique qui est les estimations de la méthode KDE, donc notamment le carnet 95 qui définit le domaine vital d'un individu, donc, où il va chasser, faire du transit et également boire. Et donc avec cette méthode du carnet 95, on a une moyenne de 125 hectares par individu, avec des minimums de 169 hectares et 40 hectares. Et dans la littérature, on a des valeurs qui se situent autour de 180 hectares. Et là aussi, comme avec les nuages de points de la précédente carte, on voit qu'il y a des espèces qui ont un ou plusieurs noyaux de domaine vital. Et enfin, pour aller plus loin, on va s'attarder sur le Kernel 50, qui, lui, est caractéristique des territoires de chasse. Donc on a justement 50% de la densité de points qui va être représentée sous forme de patates, de polygones. Et donc le territoire de chasse moyen occupe une surface de 24 hectares par individu en moyenne, avec là aussi des minimums de 3 hectares 5 et 42 hectares et demi. Là aussi on a des valeurs qui se situent plutôt dans la référence, dans ce qu'on retrouve dans la bibliographie. Toutefois, on a des valeurs, notamment en forêt de troncée ou de renouillé, qui sont moins élevées. Et donc, on pourrait justement se demander si ces valeurs-là ne sont pas caractéristiques d'une forêt plutôt fragmentée, puisqu'on a des forêts justement essentiellement composées de feuillus sans pervirants, comme le chêne vert ou le chêne neige. Et donc, justement en superposant ces données de localisation et la cartographie des habitats que nous avons réalisés par orthophotographie, on a réalisé le test de Bonferroni qui va justement comparer les habitats présents dans le domaine vital et dans le domaine de chasse. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que les subraies constituent près des 3 quarts du domaine vital et des territoires de chasse, et qu'il y a justement des habitats tels que les milieux ouverts et semi-ouverts, comme le maquis boisé ou les reboisements feuillus, qui sont évités par les individus équipés. Donc, suite à cette étude, il fallait faire un récapitulatif un peu et savoir ce qu'on avait fait. Donc, pour rappel, 3 arbres gîtes qui ont été découverts. Par contre, ils avaient des caractéristiques assez particulières, contrairement à la présentation de Laurent dans la forêt de Troncet. On a des arbres gîtes avec des loges qui sont à 40 cm du sol, ce qui est assez particulier dans le sens où on pourrait avoir un risque de prédation accru. Donc la perspective, ce serait d'avoir une télémétrie complémentaire, notamment pour mieux appréhender le réseau de gîtes, parce qu'avec 3 arbres gîtes, c'est certain qu'on passe à côté des choses, il y a une recherche qui doit être menée. Et également une intégration de ces arbres gîtes qu'on connaît au suivi gîte majeur, donc pour suivre sur un plus long terme ces colonies-là. La distance d'aire de chasse jusqu'au gîte est de l'ordre du kilomètre, et les domaines vitaux sont à peu près dans la norme dans la littérature. Ce qui va être intéressant pour nous, ça va être de poursuivre cet effort de suivi télémétrique, notamment pour avoir un nombre d'individus plus conséquent et avoir des résultats plus robustes et plus utilisables. Et enfin, concernant les habitats de chasse,
Je vous ai dit que les territoires de chasse étaient composés à plus de 3/4 de sud-ouest, donc de peuplement de chênes-lièges. Et ça, en fait, c'est plutôt novateur, parce qu'on s'aperçoit qu'en forêt métropolitaine continentale, on va dire, on a plutôt l'utilisation de chênaies, des traits. Concernant, on va dire, la zone méditerranéenne, on a très peu de références bibliographiques sur les habitats de chasse. On a des références espagnoles, mais qui s'attardent plutôt sur les forêts de chênes, et donc qui est plutôt en contexte encore montagnard. Donc là, c'est assez novateur, on accroche quelque chose. Et ce qui serait intéressant justement d'affiner, ça va être d'étudier les variables forestières. Parce que là, on a justement un descriptif du type de peuplement. Et donc d'étudier ces variables, ça nous permettra de fournir des recommandations de gestion beaucoup plus pertinentes et qui sont efficaces dans le temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, on a du temps pour des questions, je pense. On a 5 à 10 minutes pour des questions. Si vous en avez, Michel peut peut-être revenir. Plus discrètement, tu veux dire? Donc d'abord, si vous avez une question sur la présentation d'Aurélien, ou alors pour l'un de nous trois, on vous écoute. Vous êtes pressé par l'apéro, c'est ça? Vous avez soif? Nous aussi. J'avais une question sur ces dernières études. Comment vous aviez suivi les individus? C'était donc des émetteurs HF que vous avez utilisés? Du coup, c'est effectivement des émetteurs VHF, ouais. Donc une largeur de bande de à peu près 148 MHz. Et ensuite, c'est avec des antennes qu'on va suivre les individus en se posant sur des points hauts et en faisant de la triangulation. Et du coup, pour suivre les individus en chasse, c'est pas un peu compliqué? Pour le numéro de Bechstein, il est admis qu'on suit les bêtes et qu'elles se déplacent dans un rayon de 2 km. Donc 2 km, c'est plutôt confortable, on va dire, on n'a pas trop de déplacements à faire. Là, on a quand même eu des déplacements, des extrêmes de déplacement plus importants. Et comme on l'a vu sur la deuxième partie du suivi électrique, il y a des bêtes qu'on ne retrouve plus au gîte. Et donc là, on trouve des choses. Donc il y a sûrement des individus équipés qui sont allés beaucoup plus loin, justement. Donc là, ça implique de mettre des moyens plus conséquents ou de faire un suivi plus long. Ok. Merci pour cette présentation. Moi, je voulais savoir par rapport aux arthrogites. Donc, dans la dernière présentation, donc, tu en as trouvé 3. Est-ce que tu pourrais me rappeler un peu la hauteur où tu as trouvé les gîtes? Et je me doute bien que par rapport à la forêt de Rosset, la taille des arbres n'est pas du tout la même. Je voulais savoir s'il y avait eu un petit comparatif par rapport à tout ça. Juste un détail, moi j'ai l'impression que ça serait bien de grimper chez toi. Je pense que tu as raison, maman. Je préfère aller chez lui. Oui, effectivement, en fait, les 3 cavités qui ont été trouvées, donc c'est plutôt des fentes étroites, elles sont toutes situées à 40 cm du sol, ce qui est vraiment très étonnant. Je confirme, hein, je suis volontaire. Bah, étonnant, j'ai envie de dire, moi, je trouve bien massivement que ça ne te surprend pas, parce que tu n'as pas des arbres non plus qui ont des hauteurs extrêmes en termes de milieu de base. Oui. Et en fait, on se posait un peu la question de savoir pourquoi ces 3 arbres-là avaient ces caractéristiques. D'autant que dans la réserve naturelle de la plaine des Morts, on a des caractéristiques d'arbologiques qui sont à peu près similaires. Et l'hypothèse qui est retenue en tout cas, c'est que ces arbologiques qui sont situés plutôt dans des zones DFCI, donc qui ont été en partie défrichées pour lutter contre les incendies, on pense qu'au cours des épisodes d'incendie précédents, vu que ces chênes-lièges sont démasqués, donc ça veut dire qu'on enlève l'écorce, il y a un épisode de vent et de feu qui est venu entourer l'arbre et après est venu faire une incision justement qui a créé ce micro-habitat-là.
Donc on a des pistes de réflexion et ça sera très intéressant de suivre tout ça justement. Je te remercie. On a le temps pour une dernière question. Merci. Bonjour, David Chito de l'Université suisse. Je me demandais juste, à l'étude d'autres conseils, à un moment donné, afin de vous terminer en fait, votre présentation, sur un gîte que vous disiez totalement isolé. Mais j'ai pas compris comment est-ce qu'il pouvait être isolé alors qu'il semblait être dans un sol massif. Et en plus, qu'il y avait des échanges entre les différentes colonies. Ouais, j'ai peut-être fourché. En fait, il n'y a pas vraiment de gîte isolé. Par contre, ce qui est très clair, c'est que dans la continuité de la gestion forestière, malheureusement en futée régulière, donc quand tous les arbres ont le même âge, quand on arrive vers la fin vers l'exploitation du peuplement, à la fin, en phase de régénération, inévitablement, on commence à couper les arbres d'abord du sous-étage, et puis après, il ne reste plus que les arbres de Auger qui sont coupés progressivement au fur et à mesure qu'ils produisent des graines qui vont ensuite donner naissance à des semis. À un moment, ça écarte les arbres les uns des autres. Et c'est dans cette situation-là qu'on a été confronté à notamment des colonies qui étaient du coup dans des arbres très très éclairés, qui se prenaient le soleil, qui se prenaient la chaleur. Et là, alors déjà, ça ne fait qu'amplifier le phénomène de dépérissement des arbres, parce que du coup, alors qu'avant ils étaient en vie en peuplement, là d'un seul coup ils se trouvent complètement en pleine lumière. Et puis ça a un impact direct aussi sur le gîte lui-même qui est vraisemblablement en surchauffe. Par contre, alors, je ne vous ai pas parlé en fait de tous les résultats qu'on a, mais dans les résultats qu'on a, on a de nouvelles colonies qui sont apparues entre les colonies que je vous ai montrées. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'on ne pourra jamais estimer la taille de la population des Stein à Foncé, par exemple. On a fait une croix dessus, c'est totalement impossible, parce que entre nos fameuses colonies, donc on en trouve de nouvelles. Parfois, on a des individus qui chassent au milieu des zones où se trouvent nos colonies et qui finalement appartiennent à des colonies qui sont à 2 km complètement en dehors de la zone de présence de notre zone d'étude. Et donc là, ça devient particulièrement compliqué. Et on ne sait pas en fait combien on aura de Stein à la fin. Enfin, de manière certaine, on ne pourra pas l'estimer, mais il y en a beaucoup. En tout cas, là, il y en a beaucoup plus que ce qu'on imaginait au départ. Merci. À propos de la hauteur des gîtes utilisés par Stein et de la distance entre les arbres gîtes pour le même colonie, je me souviens d'une étude qui avait été réalisée en 2004 en Limousin, Changé, où la hauteur des arbres gîtes était inférieure à 3 mètres pour la plupart. Et pourtant, il y avait des contextes forestiers qui comportaient des futaies plus hautes, avec des loges de pic qui étaient situées à plus de 5 mètres. Et tous les gîtes qui avaient été trouvés, une quinzaine de gîtes trouvés pour cette colonie, et qui comprenaient des nichoirs, des nichoirs artificiels qui étaient en fait des segments de troncs de chênes qui étaient évidés et qui comportaient des troncs naturels et qu'on avait disposés dans les arbres, mais à des hauteurs qui nous rendaient les contrôles faciles, c'est-à-dire à une hauteur de 3-4 mètres, puisque les gîtes naturels qui avaient été découverts étaient à ces hauteurs-là. Et les nichoirs ont été tout de suite investis, qu'ils soient ou non à proximité de ceux qui étaient déjà utilisés. Donc il est possible qu'il y ait une sorte d'opportunisme lié à la disponibilité, à la hauteur moyenne des gîtes disponibles. On avait également un merisier qui était complètement isolé au milieu d'une prairie, et qui avait une fente issue d'une ancienne blessure, et qui remontait dans le tronc, et la fente était à 20 cm au-dessus du sol, l'entrée était à 20 cm au-dessus du sol. Donc il est possible qu'il y ait un lien avec la disponibilité en Sud-Doré, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de loges de pic. Et les charpentières sont en faible hauteur, en général.
Oui, justement, c'est une forêt quand même dans le massif des Morts qui va vers des étapes de maturation. Mais tout ce qui est justement pic, il y en a très peu, voire pas du tout. Et après, on a quand même des insectes avec le liège justement qui vont pouvoir débuter dans le micro-habitat, mais ça reste très faible. Et peut-être que justement la principale ou la secondaire origine des micro-habitats, ça sera un peu les incendies. Ce qui est une étape naturelle de cette étude. Et sinon, dans cette étude de 2004, la distance entre les arborigines était souvent de 1,5 km à 1,9 km. Et il y avait quelque chose qui ne correspondait absolument pas à la littérature, c'est que le séjour des femelles gestantes, mais surtout allaitantes, le séjour dans une même loge, de pique et pêche en l'occurrence, pouvait durer pendant 1 mois et demi, sans qu'il y ait changement de gîte du tout, à aucun moment dans cette période. C'était atypique. Mais cette étude, justement, était dans un contexte atypique, après la tempête de 99, et il y avait eu des liens.